Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'émission d'aujourd'hui, du lundi 29 janvier 2024, avec le président Sisi, Biden et Meloni qui réitèrent leur refus à la déportation des Palestiniens et leur soutien à la solution à deux États. Alors, depuis le déclenchement de la guerre dans l'enclave palestinienne, le président Abdel Fattah el-Sisi poursuit ses consultations avec les dirigeants régionaux, mais aussi internationaux. Vendredi, le président el-Sisi s'est entretenu au téléphone avec le président américain Joe Biden et la première ministre italienne au sujet de l'embrasement de la situation à Gaza, en proie à une guerre sans merci depuis le 7 octobre. Un commentaire de Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue américain Joe Biden se sont entretenus par téléphone vendredi 26 janvier au soir et ont réitéré leur refus à toute tentative de déportation des Palestiniens ainsi que leur soutien à la solution à deux États en tant que pilier de stabilité au Proche-Orient, a apporté le porte-parole de la présidence. Les deux présidents ont examiné la situation au Proche-Orient, notamment la guerre dans la bande de Gaza, les efforts en cours pour assurer un cessez-le-feu afin de protéger les civils, les échanges des prisonniers et l'acheminement des aides humanitaires. Selon le porte-parole, le président el-Sisi a évoqué les efforts égyptiens pour assurer le cessez-le-feu et pour faire acheminer les aides humanitaires, tout en confirmant la nécessité que la communauté internationale assume ses responsabilités à cet égard. De son côté, le président américain a salué le rôle de l'Égypte et ses efforts déployés pour la stabilité dans la région, confirmant ainsi le soutien des États-Unis aux efforts de l'Égypte pour acheminer les aides humanitaires à la bande de Gaza. Cet appel intervient suite à la décision vendredi de la Cour internationale de justice enjoignant Israël à prévenir tout éventuel acte de génocide dans la bande de Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu également au téléphone vendredi avec la première ministre italienne Giorgia Meloni au sujet de la guerre qui s'embrase à Gaza. Le président el-Sisi a passé en revue les efforts égyptiens pour instaurer un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne et acheminer l'aide humanitaire aux Palestiniens. Le président el-Sisi a affirmé qu'il était indispensable que la communauté internationale s'acquitte de ses responsabilités à cet égard, conformément aux résolutions de la légitimité internationale y afférente. L'Égypte a accueilli favorablement la décision de la CIJ, la Cour internationale de justice, d'imposer des mesures pour la protection des Palestiniens à Gaza et la permission de l'acheminement de l'aide humanitaire immédiatement. C'est ce qu'a affirmé vendredi dernier, le vendredi 26 janvier, un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères. Dalia Karam nous donne plus de détails. Des Palestiniens, dont la plus importante est qu'Israël cesse de commettre des meurtres contre les Palestiniens ou de causer des dommages physiques ou moraux à leur encontre, a affirmé vendredi 26 janvier un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères. Le ministère a pourtant dit que l'Égypte s'attendait à ce que la Cour internationale de justice demande un cessez-le-feu immédiat à Gaza, comme elle l'a fait dans les affaires similaires, étant la principale garantie de la mise en œuvre des mesures d'urgence nécessaires qu'elle a approuvées pour protéger les civils palestiniens dans la bande de Gaza. Vendredi, la Cour internationale de justice a appelé Israël à prévenir tout acte de génocide et à permettre l'accès de l'aide humanitaire à Gaza. Le verdict qui a été lancé suite à une action de l'Afrique du Sud n'a toutefois pas évoqué de cessez-le-feu. À ce stade, la Cour ne s'est pas avancée sur la question de savoir si Israël commet effectivement un génocide ou non. Ce volet de l'affaire peut prendre des années. Mais elle a jugé que la situation humanitaire catastrophique dans l'enclave palestinienne risquait sérieusement de se détériorer davantage avant une décision finale et a donc émis une série de mesures d'urgence. Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir tout acte de génocide et aucun dirigeant ne doit faire de déclaration incitant au génocide, a déclaré la juridiction. L'Égypte a exigé la mise en œuvre immédiate des mesures temporaires imposées par la Cour internationale de justice en tant que principal organe judiciaire des Nations Unies et mettre fin aux violations israéliennes qui ont coûté la vie à plus de 26 000 Palestiniens jusqu'à présent. Le ministère a réitéré son appel au Conseil de sécurité des Nations Unies et aux parties internationales influentes à assumer la responsabilité d'exiger explicitement un cessez-le-feu global et permanent. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et son homologue saoudien Faisal Ben Farhan Al Saoud ont réitéré leur appel à un cessez-le-feu immédiat
et globale à Gaza lors d'une conférence de presse au Caire dimanche 28 janvier, plutôt dimanche dernier. Plus de détails concernant ce sujet avec Dalia Karam. L'Égypte a été surpris par la décision de certains pays de suspendre leur financement à l'UNRWA dans la bande de Gaza, a souligné le chef de la diplomatie égyptienne en insistant sur le fait que l'UNRWA fournit aux Palestiniens des services essentiels que d'autres organisations ne fournissent pas. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Samah Shoukry et son homologue saoudien Faisal Ben Farhan Al Saoud ont réitéré leurs appels à un cessez-le-feu immédiat et global à Gaza lors d'une conférence de presse au Caire dimanche 28 janvier. Il est impératif d'acheminer les aides humanitaires à Gaza, a annoncé Shoukry en insistant sur la nécessité de faciliter le travail des coordinateurs de l'ONU pour l'entrée de l'aide dans l'enclave palestinienne. Pour sa part, le ministre saoudien a déclaré qu'une action internationale doit être prise pour mettre fin à la crise à Gaza. Il a ajouté qu'Israël doit respecter le droit international et humanitaire. Plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Allemagne, les deux plus grands contributeurs, ont suspendu toute aide additionnelle à l'UNRWA après l'annonce vendredi que 12 de ses employés étaient suspectés d'avoir participé à l'attaque du 7 octobre. Dans le même contexte, l'ambassadrice du Royaume aux États-Unis a déclaré que l'Arabie saoudite ne peut poursuivre la discussion sur une normalisation des relations avec Israël tant qu'il n'y aura pas un arrêt des combats dans la bande de Gaza. La visite du ministre saoudien au Caire intervient au 114e jour de la guerre à Gaza, où le ministère palestinien de la Santé a annoncé un bilan de 26 422 morts, en majorité des femmes, des enfants et des adolescents, dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine ont donné le 23 janvier 2024 par visioconférence le top départ du coulage du béton pour la base de la 4e tranche de la centrale nucléaire Al-Dabaa à l'ouest de la ville d'Alexandrie. Le projet de la centrale nucléaire d'Al-Dabaa en Égypte a franchi un nouveau palier mardi avec la pose de la première pierre de sa construction. Avec une capacité annoncée de 4800 MW, la centrale fournira 7% de l'électricité du pays. Lors de la cérémonie officielle en visioconférence, le président Abdel Fattah el-Sisi a justifié le recours au nucléaire par la crise énergétique mondiale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la crise dont notre monde est témoin aujourd'hui dans la chaîne internationale d'approvisionnement en énergie soulignait l'importance de la décision stratégique que l'État égyptien a prise en relançant le programme nucléaire pacifique de l'Égypte pour produire de l'électricité, car il contribuerait à fournir une énergie sûre, bon marché et durable qui aiderait à réduire notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles et à éviter la fluctuation de leur prix. C'est Rosatom, l'entreprise publique russe spécialisée dans l'énergie nucléaire qui est chargée de la réalisation de l'ouvrage. Le président russe Vladimir Poutine a lui déclaré qu'une nouvelle étape de la construction d'une centrale nucléaire démarrait en Égypte. Un projet, selon le président russe, qui était le plus important pour la relation avec l'Égypte, dont la mise en œuvre sans aucun doute apportera une contribution significative au développement de l'économie égyptienne et aiderait à renforcer sa base énergétique. Le président russe a poursuivi que les deux pays contribueraient à la création d'industries modernes, d'emplois qualifiés et à la résolution des problèmes sociaux et qu'ils le feraient ensemble car le nouveau système énergétique leur permettrait de faire tout cela. Il s'agit véritablement d'un projet phare qui s'inscrit dans les meilleures traditions de notre coopération bilatérale, s'est félicité Vladimir Poutine. Signe de la vitalité de cette coopération, la création annoncée par Poutine d'une zone industrielle russe dans la région du canal de Suez. Les armées égyptiennes et indiennes ont entamé samedi dernier, le 27 janvier, un exercice militaire de 11 jours à Anchas en Égypte pour élargir leur engagement bilatéral en matière de défense et de sécurité. Il s'agit de la 2e édition de l'exercice indio-égyptien Asar ou Cyclone. L'exercice vise à développer la coopération militaire, à renforcer les liens et à atteindre des objectifs de sécurité communs. Les armées indiennes et égyptiennes ont commencé lundi un exercice militaire de 11 jours à Anchas, en Égypte, conformément à l'objectif global des deux pays d'élargir leur engagement bilatéral en matière de défense et de sécurité.
Le contingent indien comprenait 25 membres du régiment parachutiste lors de la deuxième édition de l'exercice indo-égyptien Cyclone. L'armée a déclaré que l'exercice offrirait aux deux contingents l'occasion de renforcer leurs liens et de partager leurs meilleures pratiques. Il servira également de plateforme pour atteindre des objectifs de sécurité communs et favoriser les relations bilatérales entre deux nations amies, a indiqué l'armée dans un communiqué. L'exercice implique la planification et l'exécution d'opérations spéciales dans des domaines sous-conventionnés qui se dérouleraient en 3 phases. L'armée a indiqué dans un communiqué que la première phase comprendra des expositions militaires et des interactions tactiques, alors que la deuxième phase se concentrera sur la formation pour la lutte contre les engins explosifs improvisés et les premiers secours au combat. La troisième et dernière phase comprendra des exercices tactiques conjoints basés sur des combats en zone bâtie et des scénarios de sauvetage d'otages. La 55e édition de la Foire internationale du livre du Caire se tient du 24 janvier jusqu'au 6 février 2024 avec la participation de 1200 maisons d'édition de 70 pays. La Norvège est l'invité d'honneur et la personnalité de l'année est l'égyptologue de renom Selim Hassan, né en 1887 et mort en 1961. Le point avec Dalia Karam. La 55e édition de la Foire internationale du livre du Caire, qui vient d'ouvrir ses portes au public le 24 janvier dans la zone des expositions et des conférences au Caire, tous les jours jusqu'au 6 février de 10h à 20h locales, cherche apparemment à transmettre de messages. D'une part, elle insiste sur l'affiliation de plus en plus accrue à l'Égypte ancienne, en rendant hommage au grand maître de l'égyptologie, Selim Hassan, et d'autre part sur l'ouverture du pays à toutes les cultures, y compris celle de la Norvège, l'invité d'honneur qui occupe la partie occidentale de la péninsule scandinave. Le comité de sélection a choisi Selim Hassan comme la personnalité de l'année afin de saluer son rôle majeur dans le domaine de l'égyptologie, justifie Ahmad Bayeddine, directeur de l'organisme général du livre et directeur de la Foire internationale du livre du Caire. Après des études Une erreur technique a eu lieu, mesdames et messieurs, je m'excuse, et enchaînant avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a adressé ses sincères félicitations à l'équipe égyptienne de handball pour sa remarquable victoire au championnat d'Afrique de handball masculin organisé au Caire. L'équipe a remporté son 9e titre de champion de l'histoire du tournoi, marquant sa 3e victoire consécutive et gagnant son billet pour les très attendus Jeux olympiques de Paris en 2024. Le président El-Sisi a exprimé son admiration pour la performance exceptionnelle de l'équipe, saluant leurs efforts héroïques tout au long du tournoi. Il a particulièrement reconnu le leadership exceptionnel du personnel technique. El-Sisi a également souligné que l'équipe égyptienne de handball est devenue un exemple de réussite et d'excellence. Le président a exprimé ses meilleurs vœux pour toutes les équipes sportives égyptiennes, espérant davantage de victoires dans divers jeux et championnats. Il a souligné l'importance de ces triomphes pour apporter joie et bonheur au peuple égyptien. Eh bien, l'Égypte a remporté dimanche le championnat d'Afrique de handball masculin après avoir battu l'Algérie 29-21, mettant fin au tournoi qui s'est déroulé dans la capitale égyptienne du 7 au 27 janvier. Les détails avec Dalia Karam. La sélection d'Égypte de handball a remporté son 9e titre de Coupe d'Afrique des Nations après avoir battu l'Algérie 29-21 en finale samedi 27 janvier au Caire. Les Pharaons avaient eu un large avantage de 7 points à la mi-temps, 17-10, pour continuer sur leur cadence jusqu'au bout et remporter le trophée. Yahya Aldera, homme du match, et Yahya Khaled ont brillé cette soirée pour offrir à l'Égypte son 9e titre et 3e d'affilée.
L'Égypte est maintenant à une étoile du record de la Tunisie qui compte 10 titres de CAN, alors que l'Algérie conserve sa 3e place avec 7 titres. Outre sa qualification au championnat du monde 2025, le nouveau champion a aussi assuré sa qualification aux Jeux olympiques de Paris qui auront lieu cet été. Le championnat d'Afrique des Nations masculin de handball 2024 est la 26e édition du championnat d'Afrique des Nations, une compétition de handball organisée par la Confédération africaine de handball. Elle met en compétition les meilleures équipes sélection masculine d'Afrique. Initialement, la compétition devrait se dérouler en Algérie, mais en mars 2022, la Confédération africaine de handball décide finalement de retirer l'organisation de la compétition à Algérie, puis de l'attribuer à l'Égypte. La compétition initialement prévue du 19 au 29 janvier 2024 est décalée de 2 jours par la Confédération africaine de handball en novembre 2023, se tenant désormais du 17 au 27 janvier 2024. La compétition est qualificative pour les Jeux olympiques de 2024 et le championnat du monde 2025. 44 vols en montgolfière à Luxor ont transporté 1200 touristes en début de matinée samedi dernier après un jour de suspension en raison des conditions météorologiques. Dalia Karam nous donne plus de détails. Dans le gouvernorat de Luxor ont repris leur vol samedi 27 janvier après un arrêt de 24 heures en raison des conditions météorologiques. Ce gouvernorat de la Haute-Égypte avait témoigné de pluie et de vents forts qui auraient menacé le vol de ces aérostats dont la sustentation est assurée par de l'air chaud. 44 vols transportant plus de 1200 touristes ont parcouru le ciel de Luxor dans les premières heures de samedi, selon un rapport de l'agence de presse du Moyen-Orient, MENA. Le représentant de l'Union des entreprises de ballons volants à air chaud à Luxor, Ahmad Aboud, a dit qu'il existait une forte demande sur les vols en montgolfière pour profiter du beau temps. Ces vols sont considérés comme l'un des programmes touristiques les plus importants pour les touristes qui viennent visiter Luxor. Ils profitent également de son climat modéré et ensoleillé, ainsi que de ses monuments majestueux. Le responsable a précisé qu'il y a une coordination continue avec toutes les autorités pour assurer la sécurité et l'opération du vol des montgolfières, surtout que Luxor est considérée comme l'une des plus importantes villes du monde dans cette activité touristique, en raison de ses sites pharaoniques et de la vision panoramique qu'elle offre du ciel. L'Égypte antique est à l'honneur dans la capitale française, Paris. Alors, plusieurs expériences immersives invitent les visiteurs à remonter le temps pour découvrir les secrets de cette civilisation légendaire qui s'étend sur plus de 3 millénaires et continue de fasciner toutes les générations. Les détails avec Dalia Karam. Expérience immersive pour les fans d'Égypte antique à Paris. Toutankhamon, l'expérience immersive pharaonique, aux galeries Montparnasse. Dès le 3 février prochain, petit écran pour en prendre part à Toutankhamon, l'expérience immersive pharaonique, une expédition ludique qui met en éveil tous les sens. Au sein d'une reconstitution du tombeau de Toutankhamon sur une surface de 3000 m², les visiteurs munis d'un plan devront résoudre plusieurs énigmes afin d'accéder à la salle du trésor. Cette aventure est l'occasion d'admirer plus de 1000 objets trouvés dans la tombe du pharaon et méticuleusement reproduit à l'identique dans les ateliers du musée du Caire. Ce n'est pas tout. La découverte du trésor s'accompagne d'une projection monumentale de 200 m² mettant en scène le voyage mythologique de Toutankhamon dans l'au-delà. L'exposition L'Égypte des pharaons de Khéops à Ramsès II. Les passionnés d'histoire pourront également en prendre plein les yeux à l'Atelier des Lumières. Le célèbre centre d'art numérique présente l'Égypte des pharaons, de Khéops à Ramsès II, une aventure sensorielle qui mêle projection à 360 degrés, musique et jeux de lumière. Après une halte dans le désert et une balade le long du Nil, on assistera notamment à la construction des pyramides, bloc par bloc, et à la bataille de Kadesh, avant de faire étape dans la vallée des rois et des reines qui abrite le fameux tombeau de Toutankhamon et de Néfertari. De magnifiques bas-reliefs
Des peintures, papyrus, bijoux, divinités et sphinx majestueux sont également projetés sur les murs et le sol de ce lieu emblématique dans lequel chacun peut déambuler à sa guise. L'exposition L'horizon de Khéops à Bercy Village. C'est une autre activité attestée de toute urgence. L'horizon de Khéops installé à Bercy Village. Contrairement aux deux expériences précédentes, celle-ci est en réalité virtuelle. Munis d'un casque et d'un sac à dos, les visiteurs voyageront 4500 ans en arrière pour assister aux funérailles du roi Khéops. La visite d'une durée de 45 minutes commence au lever du jour sur la nécropole de Gizeh. Après quoi, les explorateurs transformés en avatars sont invités à se promener physiquement dans les entrailles de la pyramide de Khéops ou grande pyramide de Gizeh en suivant minutieusement une ligne virtuelle. Accompagné par un guide virtuel, chaque voyageur pourra notamment pénétrer dans le tombeau du roi pharaon Khéops et découvrir la grande galerie. Un corridor de plus de 47 mètres les emmènera jusqu'à la chambre du roi. Il sera également possible de visiter la chambre de la reine, un lieu inaccessible dans la réalité, ou encore d'escalader le sommet de la pyramide. Passons à l'île d'Utopie, qui est une destination célèbre pour tous les touristes en vacances dans les gouvernorats de la mer Rouge. Alors, cette destination se trouve en Égypte et c'est l'une des îles situées le long de la côte de la mer Rouge. Le point avec Dalia Karam. Utopia est une petite île située dans la baie de Soma, le long de la côte de Safaga, en Égypte. Bien sûr, il y a une raison d'appeler cette petite île Utopie. Comme de nombreux lecteurs de culture le savent, Utopia est une communauté ou une société imaginaire qui possède des qualités hautement souhaitables ou parfaites pour ses citoyens. Sir Thomas More a inventé ce terme pour le livre qu'il a écrit en 1515. Sir More a composé l'utopie des mots grecs u, par et topo, lieu, et signifie donc nulle part. Le livre Utopia décrivait une société insulaire fictive dans l'océan Atlantique Sud au large des côtes de l'Amérique du Sud. Sans aucun doute, Sir Thomas More cherchait un lieu imaginaire et indéfiniment lointain. Autrement dit, More cherchait la perfection dans un lieu idéal. L'île égyptienne de l'Utopia est similaire à la fiction de Sir Thomas More sous deux aspects. Le premier aspect, c'est une île isolée, tandis que le deuxième aspect, la montée alternée de la marée, submerge complètement l'île la nuit, alors que quand il fait jour, la marée descend. Ainsi, Utopia apparaît chaque jour propre et nouvelle. Ce processus de renouvellement correspond à la perfection exigée par Sir Thomas. Bien sûr, c'est une raison suffisante pour laquelle ils appellent cette île Utopie. Actuellement, Utopia apparaît comme une destination touristique réputée. Les touristes séjournant à Safaga et dans la station balnéaire voisine d'Hurghada font des excursions en bateau vers cette île. La plongée en apnée, la plongée et la guérison du corps sont parmi les diverses activités que les touristes font autour d'Utopia. C'est aussi un lieu de guérison des maladies de la peau. Alors passons de Utopia à Wadi El Weshweshi ou la vallée d'El Weshweshi, qui est un des joyaux cachés en Égypte. Alors cet endroit fabuleux est à seulement 15 km de Nouéba, situé au sud du Sinaï. Voici les détails avec Dalia Karam. Les joyaux cachés et les sites touristiques en Égypte sont tout autour de nous, que nous nous dirigeons vers le nord ou vers le sud. Wadi el-Weshweshi n'est qu'un de ces endroits fabuleux. Sur votre chemin vers le sud du Sinaï, Wadi el-Weshweshi est situé près du camp de Ras Shaitan, à seulement 15 km de Nouéba. Il est enfoui profondément dans les montagnes du sud du Sinaï, où les montagnes contiennent du granit. Wadi el-Weshweshi possède 3 sources d'eau qui se sont formées après des siècles de pluie accumulées dans les replis des montagnes.
Les sources d'eau qui y sont nichées sont chaudes et claires en raison des montagnes formées de granit. Grâce à une randonnée intense de 90 minutes dans la montagne qui se trouve à 150 mètres au-dessus du niveau de l'eau, on a la possibilité de contempler et de profiter d'une source d'eau en 3 parties connues sous le nom de Green Lake. Les excursionnistes se rendent au premier endroit tandis que les 2 autres zones ne sont accessibles qu'en nageant à travers le premier. Malgré la magnificence et le mystère de cet endroit, il attire peu l'attention des gens et est principalement visité par des bédouins qui ont découvert et entretenu cette beauté cachée. Les bédouins ont également organisé de nombreuses excursions dans la vallée. Ils emmènent les clients de Nueva via des promenades en jeep et leur offrent un service complet jusqu'à la journée. Être dans cet endroit remplit simplement votre âme avec les pouvoirs bruts de la nature, vous redynamisant pour la vie trépidante de la ville. La vallée n'a pas de commodité, les visiteurs s'assoient souvent sous les palmiers et s'imprègnent de la vue sur l'eau naturelle entre les montagnes et profitent du vent qui se précipite près d'eux. Comme l'Égypte est belle, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une. Et également, c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à NIL TV International. Bonne journée et au revoir.